l'agence Janvier Communication et aujourd'hui, je vais animer un petit peu cette nouvelle conférence qui est sur le thème des blogueurs aux influenceurs, les nouveaux venus dans la relation presse. Donc aujourd'hui, Frédéric Pucet, président du SINAP, et Laurent Paillet, directeur de LP Conseil, vont parler avec vous sur cette thématique. D'abord, on va discuter des influenceurs de tout type. Donc, qu'est-ce qu'un blogueur? Qu'est-ce que les Instagrammeurs, les TikTokers? Quelles relations les attachés de presse entretiennent avec eux? Ensuite, ils vous présenteront de quelle manière intégrer les influenceurs aux méthodes de relations presse. Et enfin, demain, comment travailler avec les influenceurs. Donc, je laisse la parole à Frédéric qui va démarrer. Bonjour, bonjour à tous. Je vais nous rappeler quelques évidences avant de rentrer dans le vif du sujet, mais pour vous montrer, pour vous rappeler des choses qui me font que dorénavant, notre métier a profondément changé et on ne reviendra pas en arrière. L'arrivée d'Internet aujourd'hui, c'est quasiment 5 milliards d'individus qui sont connectés dans le monde. C'est 45% de l'humanité qui utilise les réseaux sociaux et on considère en France que les Français qui sont bien sûr sur Internet, ils passent en moyenne 4h38 par jour. Donc, vous voyez que ce sont des chiffres qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Je voudrais aussi rappeler quelque chose qui est une évidence, mais qu'on a tendance à un peu laisser de côté. L'arrivée d'Internet, c'est avant tout un tuyau, c'est un canal technique de diffusion, mais qui pourtant a modifié notre société mondiale de manière tout aussi irréversible, je dirais, que l'arrivée de l'électricité. Et des nombreuses applications lors de la révolution industrielle. Et on peut se dire que tout ça s'est produit en très, très peu d'années. Et on doit considérer Internet à proprement parler comme un nouveau média, dans le sens où un média est un moyen qui est un moyen technique, un support de diffusion massive de l'information. J'insiste beaucoup sur les mots parce que je me suis beaucoup aperçue en travaillant sur ces sujets que nous utilisons tous en communication des jargons où parfois nous n'utilisons pas les mots dans leur bon sens et j'ai fait très attention à ça pour replacer notre intervention. Donc, tout cela a modifié en profondeur notre rapport à l'information, ça vous le savez tous, mais pas simplement l'information véhiculée par les médias traditionnels que nous connaissons bien, mais tout type d'information. Et dans le mot information, j'y mets aussi bien l'information commerciale, médicale, sociétale. Mais bien au-delà, c'est véritablement notre moi, dans le sens psychanalytique du terme, qui est par Internet interpellé, car aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la toile, nous sommes personnellement à l'extrême interpellés dans nos besoins, à la fois nos besoins primaires, mais aussi nos besoins secondaires. Aujourd'hui, l'internaute peut et veut se faire sa propre opinion afin de faire entendre sa voix au même titre de celui quand hier on a fait un Saint-Champ. Donc l'internaute veut connaître les moindres détails techniques sur le pot de peinture qu'il achète, mais aussi il veut voir et entendre à la minute près ce qu'un député ou son président de la République dit. Bon, je ne développerai pas davantage les avantages et les inconvénients d'Internet qui porte dans son ADN même les extrêmes du pire et du meilleur, mais nous allons tout de suite passer sur les moyens d'interagir avec les acteurs émergents sur la toile, puisque nous sommes des communicants spécialistes des médias. Tout d'abord, je voudrais qu'on précise ensemble, mais la discussion est bien sûr ouverte et vous pouvez nous interrompre, Laurent et moi, quand vous le souhaitez.
dire ce qu'est un influenceur et ou un blogueur, et si on parle vraiment de la même chose. Les influenceurs existent depuis que le monde est monde. Un influenceur n'est plus ni moins qu'un leader. C'est le lion roi de la savane, c'est Jules César, c'est Jésus, c'est Allah, c'est Napoléon, c'est le président de la République, le dernier prix Nobel, mais c'est aussi mon médecin, c'est aussi mon coiffeur, pour ceux qui ont encore des cheveux, c'est mon patron, c'est mon responsable syndical si je suis chef d'entreprise, c'est Edwy Plenel, Zemmour, Mbappé, Omar Sy et Nabil Yar. D'ailleurs, dans un récent sondage, c'est plutôt les 3 derniers noms qui sont sortis comme étant les influenceurs les plus puissants. En fait, en synthèse, Oui, c'est ça. Il vient de rentrer des classes derrière nous. HDMI est un peu abîmé, donc on va voir si ça fonctionne. À toute personne à qui nous portons du crédit, de l'intérêt, de la curiosité ou qui exerce un pouvoir sur nous est donc un influenceur. Donc, à ce titre, nous, les communicants, spécialistes des relations médias et des relations avec les publics, nous avons forcément une expertise certaine pour savoir comment travailler avec un influenceur. C'est peut-être mon câble, elle est allée chercher un câble. Pour servir l'intérêt de nos clients d'une marque ou d'une institution. Mais c'est pas HDMI, vous savez, c'est HD, je sais pas quoi là. HDMI. Océane, vous avez un moyen de... Oui, on va le faire, ouais. Je pense que c'est le cours de l'ISCOM qui... Oui, c'est bon, on les a coupés. Ce qui a profondément, en fait, selon moi, changé dans nos métiers entre hier et aujourd'hui, c'est qu'en effet, avant, un influenceur, leader d'opinion était facilement identifiable. Que ce soit un journaliste ou une personnalité politique, nous avions les codes, nous maîtrisions ces codes. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une multitude d'influenceurs qui répondent eux-mêmes à une multitude de communautés avec des attentes et des spécificités qui sont toutes différentes. Selon moi, une seconde difficulté aussi vient de la volatilité extrême des réseaux sociaux. Vous le voyez bien, ce qui était à la mode hier, ce qui était un réseau social dominant, devient subitement totalement has-been. Une autre chose aussi qui rend notre rapport très difficile, nous communicants, avec les influenceurs, c'est la question de l'éthique. J'y reviendrai, car selon moi, c'est un sujet extrêmement intéressant et qui va, à mon avis, dans le temps, un petit peu s'organiser, enfin, en tout cas, qui commence du côté des communicants de s'organiser. Et puis, dernier point et non des moindres, vous le savez comme moi, l'absence de régulation et de contrôle de la puissance des GAFA fait que nous sommes souvent pot de fer contre pot de terre, enfin plutôt nous sommes les pots de terre, et que nous subissons plus que nous puissions agir, et que tout ça s'exprime souvent en contradiction totale avec le droit fondamental de l'expression. Alors, si on vient aux définitions, existe-t-il une différence entre un influenceur et un blogueur ? Je dirais qu'a priori, non, mais je sais que mon petit camarade, après, ne tiendra pas forcément le même discours et je crois que ce sera très intéressant que vous puissiez partager avec nous cela. Alors, moi, je n'ai pas pris de risque. Je me suis reportée à la définition de l'AREP. L'AREP, c'est l'autorité de régulation de la publicité. C'est un organisme extrêmement important pour nous tous. Et l'AREP a mis en place une définition des influenceurs en mars 2017. Je vous la lis dans son intégralité car elle pose en effet les bases sur lequel je vous incite, on trouve sans difficulté sur le site de l'AREP
cette définition car elle permet au moins de faire une segmentation. Donc, selon la REP, un influenceur, qu'il soit… Alors, eux mettent tout de suite entre parenthèses blogueur. Donc, pour eux, c'est d'abord un blogueur est d'abord un influenceur. Est un individu qui exprime un point de vue ou donne des conseils dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui soit propre et que son audience identifie. Donc, un influenceur peut agir soit dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenu, placement de produits, participation à la production de contenu, diffusion d'un contenu publicitaire. Ce qui fait que la REP a défini plusieurs types de qualifications entre influenceurs. Première famille d'influenceurs, celui qui agit en collaboration avec une marque. Donc, l'existence d'une collaboration commerciale entre un influenceur et un annonceur pour la publication d'un contenu doit dans tous les cas être portée par l'influenceur, selon la REP, à la connaissance du public. Deuxième type d'influenceur, certaines collaborations peuvent être qualifiées de publicitaires. Ce caractère publicitaire est alors établi selon les critères suivants qui sont réunis de manière collaborative, lorsque le contenu est réalisé dans le cadre d'engagement réciproque, la prise de parole, donc cette fois de l'influenceur faisant l'objet d'un paiement ou d'une contrepartie, telle que la vente de produits ou de services. Deuxième point, lorsque l'annonceur et ses représentants exercent un contrôle éditorial prépondérant, notamment en imposant un discours ou un scénario, et une validation du contenu avant sa publication. On retrouve là le concept du public reportage. Quatrième point, selon la REP, lorsque le contenu de la prise de parole de l'influenceur vise à la promotion du produit ou du service, discours promotionnel, présentation verbale ou visuelle à visée promotionnelle. En conséquence, dans ces cas-là, lorsque le caractère publicitaire de la prise de parole de l'influenceur est très clair et bien établi, l'ensemble des dispositions déontologiques qu'a mis en place la REP sont bien sûr nécessaires à s'appliquer. Donc, quelle est la position de la REP ? C'est d'inciter avec une indication parfaitement explicite dans quelle catégorie l'influenceur se situe et que le public puisse avoir une identification de cela de manière très explicite. Ce que vous avez pu constater les uns et les autres, que c'est assez difficilement le cas à l'heure actuelle. Voilà, la définition de la REP. Il ne faut donc pas confondre un influenceur et un ambassadeur. L'influenceur peut garder, s'il le souhaite, son indépendance intellectuelle vis-à-vis d'une marque, semble-t-il, bien que la REP a l'air d'admettre quelques bémols, contrairement à l'ambassadeur qui se doit de rester fidèle à la marque. Et je crois que Laurent, tu es un peu critique vis-à-vis de cette définition de la REP. C'est pas que je suis critique, mais elle date de 2017, cette définition. Et moi, je pense qu'elle est obsolète depuis. Donc d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la définition du Larousse date aussi de 2017. Donc, si on la prend, et ils disent on qualifie d'influenceur une personne physique qui poste du contenu sur un thème spécifique sur le web. Voilà, il poste ses contenus soit sur les réseaux sociaux, soit sur un blog. Ça, oui, donc, OK. Sauf que toutes ces définitions, en fait, elles oublient une donnée fondamentale, c'est l'animation de la communauté. Voilà. Donc, un blogueur, pour moi, n'est pas forcément un influenceur. Je vais prendre des exemples très précis. J'ai un compte Instagram sur lequel je me fais plaisir, je fais des photos que je mets comme ça. J'ai 3000 personnes à peu près qui me suivent. Est-ce que je suis un influenceur? Pas du tout. Donc, pour une raison toute simple, c'est que je n'anime pas ma communauté. Je n'ai pas d'interaction avec les gens. Je ne discute pas avec eux, donc concrètement parlant. Et c'est là qu'effectivement, on fait la différence entre producteur de contenu, simplement, donc, et influenceur. C'est-à-dire que nous, communicants, qu'est-ce qu'on va chercher? Donc, c'est effectivement la personne qui va animer sa communauté, qui va discuter avec elle, donc, qui va être prescriptrice. Donc, voilà. Si on fait un événement et qu'on invite un influenceur, on va choisir l'influenceur qui, entre guillemets,
n'a pas forcément le plus grand nombre de followers, donc les gens qui suivent, donc, mais qui a donc une communauté active et qui le suit. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, par rapport à ça, c'est que bon, il y a des instruments de mesure, bien évidemment, donc de ça. Il y a ce qu'on appelle le taux d'engagement, donc qui est le principal instrument de mesure. Je reprendrai tout à l'heure, donc directement. Mais c'est très très important. Ne faites pas l'erreur de penser qu'effectivement tout le monde est influencé simplement parce qu'il a un blog, parce qu'il a un compte sur TikTok, etc. Donc ça n'a rien à voir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, vraiment quoi. Donc voilà. On va parler d'une étude qui est faite par c'est une plateforme de marketing d'influence. C'est quasiment l'une des plus grosses plateformes de marketing d'influence. Elle fait pas mal d'études qui sont souvent pas forcément ultra scientifiques, mais qui donnent des tendances. Donc, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, qui sont les blogueurs, Twitter, Instagrammeurs, TikTokers ou influenceurs? Donc, en 2020, Rich a qualifié que 64% étaient des femmes. Les 19-35 ans représentent 70% des créateurs, avec une moyenne d'âge de 30 ans à peu près. C'est une activité à temps complet pour environ 15% d'entre eux. Ça commence à faire pas mal quand même. Laurent, on vous entend très mal. Je sais pas en si 2041% des créateurs. Ah, vous m'entendez pas là? Allô, allô? ça lag un petit peu ou c'est comment? Non, non, on n'entend pas bien. Pardon? On ne vous entend pas bien, ça coupe un petit peu pendant Alors, que vous parlez. je vais essayer de passer. Alors, je vais quitter et je vais essayer de passer sur l'ordinateur. Je vais voir si ça passe mieux. Ça marche, merci. Là, c'est mieux? Au niveau du son, c'est parfait. Et vous n'avez plus l'image, donc c'est ça. Oui, on n'a plus l'image, mais on vous entend bien. Bon, bah écoutez, on va rester comme ça alors, donc pour l'instant. Mais du coup, moi, j'ai plus l'image non plus. Hein, donc voilà. Donc, je reprends. Donc, 74% des influenceurs ou des producteurs de contenu sont des femmes. Donc, les 19-35 représentent 70% à peu près des créateurs. Activité à temps complet pour environ 15%. Excusez-moi, Laurent. Oui. Est-ce que vous pourriez reprendre au niveau des pourcentages au 15%, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre des notes. Oui, donc c'est donc une activité à temps complet pour environ 15% des influenceurs. Ok, merci. Voilà. En 2020, 41% des créateurs sont inscrits sur TikTok. 3 créateurs, alors ça c'est une donnée importante à savoir aussi, à bien comprendre, 3 créateurs sur 4 ont refusé une proposition de partenariat. Ce qui veut dire que le partenariat ne va pas de soi avec un influenceur. C'est une notion sur laquelle on reviendra aussi, parce que c'est une notion très importante. Donc, 45% des créateurs ont permis l'amplification de leur contenu. L'amplification des contenus, ça veut dire que, en fait, quand une société sollicite un partenariat avec un influenceur, elle demande l'autorisation à l'influenceur d'acheter la publicité pour développer ça. C'est-à-dire qu'il y a un influenceur sur 2 qui refuse ce type de proposition. Voilà. Sur les sujets traités, 87%, c'est ce qu'on appelle du lifestyle, c'est-à-dire mode, beauté, voyage, famille, etc. 43%, c'est ce qu'on appelle les loisirs, art, sport, high-tech. 10% culture, 10% engagement. Donc, l'engagement, c'est ce qu'on appelle l'environnement ou les influenceuses féministes, donc, par exemple. 5% de business. Alors, si on fait l'addition de tout ça, ça fait largement plus de 100%. Mais c'est pour une raison très précise, c'est qu'en fait, un influenceur, généralement, il traite de 2 ou 3 sujets différents. Donc, c'est-à-dire qu'un influenceur mode va aussi traiter souvent beauté. Donc, ou un mode va faire voyage aussi, donc, par exemple, ou mode peut faire sport aussi. Donc, voilà. On va détailler ensuite les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on retrouve sur quel réseau? Sur YouTube, on trouve essentiellement ce qu'on appelle les gamers, les influenceuses beauté, les comédiens et les influenceuses éventuellement culture libre.
sur Instagram sont des grandes tendances. Hein. Attention, ce ne sont pas non plus des chiffres ultra précis. Donc, sur Instagram, on trouve beaucoup les thèmes lifestyle, mode, beauté, voyage, sport, qui sont les plus récurrents. Sur TikTok, alors TikTok, c'est un peu compliqué parce que bon, c'est une population très jeune et on trouve vraiment de tout, mais vraiment absolument de tout pour l'instant. Donc, c'est un réseau social qui est encore en création, j'aurais tendance à dire. Donc, et c'est vrai qu'il a été énormément happé cette année par les gens. Alors, sur les profils, c'est-à-dire quels sont les réseaux sociaux les plus importants? Donc, sans surprise, même si on dit qu'il est en baisse, c'est Facebook. Hein, donc, qui est second, Instagram étant le premier. Ensuite, on voit apparaître une chose assez étonnante, parce qu'on a tendance à croire qu'effectivement… Laurent, excusez-moi, oui. je vous recoupe. Est-ce que toutes ces statistiques, vous pourriez éventuellement les remettre en fin de conférence? Est-ce que c'est prévu de les… je peux vous les envoyer, oui, je peux vous les envoyer sans aucun problème. Allez, super, merci. Hein, aucun problème. Donc, voilà. Donc, Instagram, Facebook, ensuite, alors, c'est toujours très étonnant, ce sont les blogs. Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on raconte et à ce qu'on dit, ce que dit là, de manière commune, non, les blogs ne sont pas en train de disparaître. Les blogs restent donc un lieu d'influence très important. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le seul endroit où vous pouvez développer véritablement votre pensée. C'est-à-dire que quand vous allez sur un blog, vous allez chercher de l'information, donc qui peut être de l'information très longue. Ce que vous n'avez pas sur Insta, même sur Facebook, donc, ou sur les chaînes donc TikTok, etc. Donc, du coup, ça reste un moyen d'influence très, très important qu'il ne faut pas négliger quand on fait des relations presse et de la com. Donc, voilà. Ensuite, donc, 4e position, YouTube. 5e, Twitter. 6e, TikTok. Et ensuite, on descend Snap, Pinterest, LinkedIn, Twitch et maintenant les podcasts aussi, parce qu'on considère de plus en plus que les producteurs de podcasts deviennent des influenceurs aussi. Sur l'âge des internautes qui vont sur les réseaux sociaux. Donc, les plus âgés sont essentiellement sur les blogs et les podcasts. Ce qu'on appelle les middle class, c'est-à-dire environ 35 ans, sont sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Pinterest. Et sur les 25 ans, c'est Snap, TikTok ou Twitch. Et sur les plus jeunes, c'est uniquement TikTok. Alors, je m'attarde un tout petit peu sur TikTok parce que, comment dire, c'est l'application la plus téléchargée au monde l'année dernière. Donc, voilà. Elle est en train de prendre des parts de marché phénoménales et à un point tel qu'effectivement, elle prend même des parts de marché à la télévision classique. C'est-à-dire qu'on voit qu'en France, par exemple, les gens se détournent de CNews ou BFM pour passer du temps sur TikTok. Et elle est en train de prendre toutes les parts de marché de YouTube aussi. Donc, c'est vraiment l'application à surveiller. Bon, je réessaye, là, il n'y a plus de bruit, je vais réessayer de mettre la caméra, on va voir si ça repart ou pas. Vous me dites si ça recoupe ou pas. Donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'influence? Donc, justement, l'audience d'un influenceur, d'un blogueur, c'est ce qu'on appelle l'engagement ou le taux d'engagement. Voilà. La définition concrète du taux d'engagement, c'est que l'engagement, c'est la somme des likes, des commentaires, des clics et des partages sur les publications. Ça, c'est l'engagement. Le taux d'engagement, en fait, ça correspond au nombre de gens qui ont aimé, partagé, commenté ou cliqué sur une publication par rapport au nombre total d'abonnés ou de personnes qui ont vu cette publication. Donc, c'est une formule assez mathématique, hein, toute simple. Je ne vais pas vous la donner aussi, mais vous tapez taux d'engagement sur Internet, vous allez tout de suite la trouver. Cette mesure du taux d'engagement, ça permet quoi? En fait, ça permet avant tout de bien cibler, pour les relations presse et pour les communicants, de bien cibler les influenceurs avec lesquels vous souhaitez travailler. Donc, là aussi, c'est une raison toute simple. Tout le monde le sait maintenant. Donc, des followers, ça s'achète. Donc, ça vaut en gros 3 € le paquet de 100 au Pakistan. Donc, voilà. Mais ça s'achète aussi en Chine, aux États-Unis, etc. Il y a des fermes, ce qu'on appelle des fermes à followers. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont démarré comme ça. C'est-à-dire qu'on fait une notoriété en achetant des followers. Il y a beaucoup de boîtes donc, qui, au début, sont rentrées dans le système. C'est-à-dire que c'est un système qui est totalement pervers. C'est-à-dire que le communicant va aller dire à son boss, écoute, moi, je travaille avec elle parce qu'elle a 300 000 followers. Donc, sans vérifier si ce sont des vrais
followers, des faux followers, etc. Donc, c'était un peu la jungle. On a démarré comme ça. Et puis, les sociétés, les boîtes se sont aperçues au fur et à mesure qu'effectivement, il fallait qualifier ces followers, il fallait qualifier donc, ces influenceurs, d'où la mesure. Donc, la notion de la mesure et le fait de bien regarder comment ça se passe avec la communauté. Moi, je vous donne un exemple très simple. Hein, quand je travaille, alors nous, on fait aussi ici au sein de l'agence. Ouais. Oui, au sein de l'agence, on s'occupe aussi de la communication d'influenceuses. Donc, on gère leur RT aussi. Mais quand je cherche un influenceur, je vais par exemple sur Instagram, donc je vais voir tout de suite le nombre de gens qui suivent, donc la personne. Ensuite, je regarde effectivement s'il y a une interaction, c'est-à-dire est-ce que l'influenceuse discute avec sa communauté? Est-ce que sa communauté lui répond? Donc, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont autour de ça? Voilà. Donc, ça, c'est un premier signe. Voilà. Ensuite, vous pouvez travailler effectivement sur le taux. Ça va, vous m'entendez ou pas? Vous pouvez travailler ensuite sur le taux d'engagement. Donc, ce qui vous permet de définir un certain nombre d'influenceurs avec lesquels vous allez travailler. Alors, comment on contacte un influenceur? Il y a différentes manières pour travailler avec lui. Il y a 3 manières, en fait. La première, c'est vous lui envoyez un message en direct. À mon avis, ce n'est pas la meilleure des manières. Et si vous envoyez un message en direct, surtout, faites très, très attention à bien cibler. C'est comme, en fait, quand vous envoyez un communiqué de presse à un journaliste, vous n'envoyez pas un communiqué jardinage à un journaliste qui traite de politique, quoi. Sur les influenceurs, c'est pareil, très sensible à ça. Je vous donne un exemple. Donc, on travaille, donc j'ai été contacté l'autre jour par une boîte de mode qui fait des brosses à cheveux. Donc, voilà, qui voulait travailler avec une de mes influenceuses, sauf que mon influenceuse, elle se rase le crâne. Donc, elle n'a pas un cheveu. Donc, ça m'est arrivé. Donc, effectivement, je n'ai même pas donné suite, quoi. Mais c'est pour vous dire où est-ce qu'on peut aller. C'est-à-dire que les gens en face ne réfléchissent pas souvent. Ils font ce qu'on appelle des mailing à 50 influenceurs d'un coup, et puis ils voient ce qui sort, quoi. Donc, ce qui est vraiment la plus mauvaise manière. Donc, contact en direct. Donc, deuxième contact, vous passez par les agents, ce que je vous conseille généralement. Donc, alors, il y a de plus en plus de boîtes d'agents d'influenceurs donc, qui se sont créés. Il y a des boîtes très professionnelles. Donc, j'en connais une avec laquelle j'ai l'habitude de travailler qui s'appelle Fresh Touch, donc qui est du côté de Toulouse. Donc, Goulven est un agent d'influenceur plutôt situé dans le médical et le paramédical. Et c'est hyper carré. Donc, c'est-à-dire, j'ai besoin de ça, etc. Tout est hyper carré. Donc, c'est très, très bien expliqué. Il le fait très bien. Il y en a d'autres, c'est totalement approximatif parce qu'en fait, comment dire, c'est soit le petit copain, soit le père, soit la mère qui se sont institués agents d'influenceurs ou d'influenceuses. Donc, quand ils ont vu que, effectivement, ce sont souvent des enfants, les enfants ont commencé à avoir beaucoup de followers, etc., ils se sont institués comme ça et c'est très compliqué de négocier avec eux parce qu'ils ne connaissent pas les règles d'une certaine manière. Voilà, ils ont Laurent, tendance à vous on vous perd à nouveau. annoncer mon astronomie. Et là, vous me récupérez ou pas? Oui. Là, c'est mieux? Ok. Là, c'est mieux. Moi, je vais rester comme ça. Ok. Vous voyez le plafond, désolé. donc, du coup, oui. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, ce sont souvent des membres de la famille qui s'instituent agents. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, parce que c'est très difficile de travailler avec eux. Alors, la troisième solution, donc, c'est vous passer par les attachés de presse des influenceurs ou des influenceuses. Je vous donne un exemple, là aussi concret. Je travaille pour Camille au Mont-Carmel, qui a un site qui s'appelle Je m'emballe Clito. Donc, sur son compte Instagram, Camille, elle a 2 adresses mail. Donc, il y a l'adresse mail presse, où c'est mon adresse, laurent@lp. Donc, il y a l'adresse agent. Voilà. Donc, quand des gens veulent travailler avec Camille, ils savent que ce n'est pas la peine de contacter Camille, mais qu'il vaut mieux contacter soit l'attaché de presse, soit l'agent directement. Je crois que Laurent, si je peux me permettre, l'important c'est aujourd'hui de pouvoir négocier des véritables contrats qui, sur le plan juridique, sont particulièrement bien cadrés, car au niveau du syndicat, on a eu des remontées de personnes qui se sont fait redresser par l'URSSAF et par des tribunaux par rapport au statut, en effet, un petit peu compliqué des influenceurs. Et on ne vous conseille pas de faire ça mano à la mano pour des risques juridiques.
Et c'est extrêmement compliqué. Ce que dit Frédéric est capital, mais c'est extrêmement compliqué à gérer dans le concret pour une raison toute simple. C'est que effectivement, quand vous dites voilà, je voudrais tant de postes, donc une simple facture en disant allez, 10 postes, ça fait tant, et c'est fini, ça s'arrête là. Donc il y a jamais, donc c'est à vous de bien réfléchir, donc de votre côté, en tant que communicant, en tant qu'agence de RP, etc., à faire signer à ces gens-là des contrats qui tiennent la route. Oui, ils ne vont pas le faire majoritairement. Ensuite, on va repartir sur un influenceur ou un blogueur, comment ça marche. C'est une population dans laquelle la dimension humaine est extrêmement importante. Il ne faut jamais négliger ça. Donc, c'est une population qui a souvent des valeurs qui sont très fortes. D'où vous aussi, vous posez un certain nombre de questions. J'ai par exemple chez moi une influenceuse qui refuse de travailler avec des boîtes qui feraient la promotion de la viande animale. Ou tout ce qui touche à la maltraitance animale. Donc voilà, si une boîte de mode la contacte, elle va d'abord vérifier, par exemple, que cette boîte de mode ne maltraite pas les animaux, donc ne tue pas les animaux pour faire du cuir, etc. Donc voilà. Et ensuite, elle acceptera de travailler avec eux ou pas. Et elle préférera refuser des contrats très importants plutôt que de renier ses valeurs. Et ça, on le voit énormément chez les influenceuses et les influenceurs. Cette histoire des valeurs, c'est un truc qui est capital chez eux. Donc, voilà. Ensuite, ils sont très sensibles à leur communauté et bien sûr à ce qu'ils représentent pour leur communauté. C'est-à-dire qu'ils sont majoritairement, ils sont très conscients de ce qu'ils peuvent représenter. Ça, c'est très intéressant parce qu'ils sont très conscients de ce qu'ils peuvent représenter vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que cette manière de discuter avec leur communauté fait qu'effectivement, ils créent des liens quasi intimes avec un certain nombre de personnes. Et ces liens, ce n'est pas forcément une communauté de fans. C'est ça qui fait un peu la différence. C'est plutôt le fan, il va être transi d'amour donc pour la star, etc. Donc là, on est vraiment dans l'interaction et dans le dialogue. Ce qui fait qu'effectivement, c'est là que c'est intéressant pour nous, parce qu'ils arrivent à convaincre leur communauté. En sachant qu'on a un taux de on a un taux de retour. Ça, c'est analysé par les influenceurs et les influenceuses eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ont un taux de conversion d'à peu près 5%. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Si une influenceuse sort un livre qu'elle annonce à la communauté, qu'elle va sortir un livre, il y a environ 5% de sa communauté qui va acheter. De manière quasi sûre. Voilà. Donc, c'est entre 3 et 5. Donc, voilà. Ce qui est intéressant aussi pour vous, ce qui est important à savoir, parce qu'effectivement, quand vous allez faire une campagne avec un influenceur ou une influenceuse, il faut penser que ce taux de conversion, il est à 3 ou à 5, pas plus. Hein. Voilà. Alors, ils ont des habitudes de travail qui sont complètement différentes. Je donne un exemple aussi. Moi, nous, on fait des relations presse sur les lancements de livres. Par exemple, au sein de l'agence, eux, quand on travaille avec un influenceur qui lance un livre, il refuse le circuit classique. C'est-à-dire qu'il dit non, tu n'envoies pas le communiqué de presse à la presse pour l'instant. On n'envoie pas les livres à la presse non plus. Donc, pour l'instant, on prévient d'abord ma communauté. Donc, je la gère en direct. Je leur fais une annonce. Donc, alors, il y a souvent du teasing. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, bientôt, je sors quelque chose, etc. Donc, sur 2-3 semaines. Et une fois que la communauté est prévenue, là, on peut envoyer des relations presse beaucoup plus classiques. Mais on est obligé de suivre leur rythme à eux et de s'adapter à leur rythme. Voilà. C'est pareil, leur rythme aussi, c'est donc quand vous travaillez avec un influenceur ou une influenceuse, ils n'ont pas il n'y a pas de week-end, quoi. Donc il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soirée, donc il n'y a pas de temps libre. C'est-à-dire qu'un influenceur il est capable de vous contacter à minuit et vous avez intérêt à répondre très rapidement, parce que lui, de toute façon, son temps à lui n'est pas le temps normal. Donc, c'est vraiment le temps des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est l'instantanéité. C'est pour ça que même quand vous déjeunez avec une influenceuse ou un influenceur, vous verrez, il est constamment collé sur son téléphone portable en train de répondre aux gens qui lui parlent, en même temps qu'il vous parle à vous. Donc, ça peut être un peu perturbant. Hein. Donc, voilà.
il faut aussi oublier, quand vous travaillez avec un influenceur ou une influenceuse, c'est très important, il faut aussi oublier le fait que c'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez des ordres. C'est-à-dire, un influenceur, ce n'est pas une campagne de publicité. C'est-à-dire, on ne dit pas, je veux du 4x3 avec telle affiche à tel endroit. Un influenceur, il faut le laisser faire. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui connaît le mieux sa communauté. Donc, il faut écouter les propositions qu'il va vous faire. Vous pouvez refuser, bien évidemment. Mais donc, il faut pas essayer de le contraindre à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Parce que dans ces cas-là, ça se passera très mal. Et la communauté le ressent aussi tout de suite, malheureusement. Humainement, pour gérer un influenceur, c'est quelqu'un qui a un ego à la fois très fort, donc normal, puisqu'effectivement, il représente un certain nombre de followers dans un certain type de communauté, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement sensible et d'extrêmement réceptif aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il va aller voir tous les commentaires, il va aller voir tout ce qu'on dit sur lui. Et souvent, on dit des choses très négatives. Donc, du coup, il faut faire aussi attention à ça. C'est-à-dire que quand vous le gérez, il faut lui apprendre, donc d'une certaine manière, à ne pas aller voir tout ce qu'on dit sur lui parce que on s'en sort pas, quoi. Donc, c'est trop compliqué. Voilà. Laurent, Sur, est-ce que vous auriez éventuellement un contrat type de oui, collaboration influenceur? oui. Donc, mais vous voulez un cas pratique du style comment je gère un influenceur ou comment est-ce qu'on signe un contrat avec un influenceur? Alors, j'imagine que la question, c'était plus le contrat avec l'influenceur. D'accord. Alors, pour que vous ayez, je vous donne 2 cas pratiques là. Donc, pour un de mes clients, j'ai contacté Hugo Décrypte. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, le youtubeur, donc qui est plutôt donc, qui est plutôt très haut. Donc, voilà. J'avais voulu que Hugo Décrypte annonce donc l'événement et vienne à l'événement pour en parler directement. Là, j'ai reçu une proposition commerciale, tout bête, donc en me disant, écoute, 2 posts sur Instagram, c'est 12 000 €. Voilà. On n'a pas donné suite parce que je trouvais que ça faisait un peu cher le poste quand même. Donc voilà. Et ça s'est arrêté là. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai travaillé aussi avec Major Mouvement, donc sur l'agence Fresh Touch, donc directement pour un autre événement. Et là, donc j'ai reçu une proposition qui était bien plus élaborée, c'est-à-dire qu'on me proposait donc tant de posts sur le compte Instagram, donc 4 stories, donc une présence de Major Mouvement à l'événement, donc voilà, une présence sur place, pas simplement présence sur place à l'événement, mais il a un nom en compte Instagram qu'il est à l'événement, donc voilà, etc. Et tout ça est détaillé dans ces cas-là. Et là, vous avez des prix. Donc, c'est aussi bête que ça. Et selon ce qui vous intéresse, vous choisissez. Alors, je ne peux pas vous donner de prix exact. C'est pas que je ne veux pas. C'est que c'est un milieu qui reste encore une espèce de jungle, donc où on va vous annoncer des prix, mais totalement déments certaines fois. Et d'autres fois, on va vous dire, bah non, c'est gratuit. Parce qu'effectivement, l'idée me plaît, donc le projet me plaît. Donc, ils sont souvent, alors les influenceurs sont souvent prêts à s'engager donc, sur des projets gratuitement, tant que ce ne sont pas des projets commerciaux, c'est-à-dire sur des projets de valeur. On travaille par exemple pour l'association Règles élémentaires sur la précarité menstruelle. Donc, dans ce cadre-là, j'ai 4 influenceuses qui travaillent gratuitement pour Règles élémentaires. C'est-à-dire qu'elles acceptent chaque année de faire un certain nombre de postes. Donc, elles acceptent de venir dans un hôtel, donc quand on fait la grande fête de Règles élémentaires, donc, pour faire venir les gens, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment, c'est encore vraiment un monde à découvrir, quoi. Donc, c'est peut-être à vous, effectivement, de remettre un peu de règles donc, dans ce monde aussi. Ce que je voulais dire, oui, excusez-moi, Je n'ai pas entendu, pardon. avant de prendre la question, est accessible à nos adhérents synapiens des contrats types pour leurs clients, et on est en effet en train de préparer des contrats types aussi avec les influenceurs. Mais ce type de service nécessite une adhésion au SYNAP, mais qui est très modeste. Voilà. D'accord, merci Frédéric. Une adhésion au SYNAP, c'est moins de 300 €, et en plus, c'est déductible des impôts sociétés ou des impôts perso. Voilà. Merci.
Bonjour, j'avais une question pour Laurent Oui. concernant la sélection des influenceurs, justement. J'ai des demandes de la part de mes clients. Et c'est vrai que la recherche d'influenceurs pertinents peut prendre énormément de temps parce que ça nécessite d'observer Instagram, d'aller voir justement les contenus, euh, de chercher les hashtags pertinents, etc. Est-ce qu'il existe des outils pour aller cibler de manière peut-être un peu plus rapide ou efficace je pense à Instagram parce que pour moi, pour les clients que j'ai actuellement qui sont dans l'hôtellerie, la gastronomie ou la décoration, voilà, c'est le réseau le plus pertinent. Comment est-ce qu'on Alors, il n'y a les pas. trouve sans que ça prenne des heures et des heures de euh, recherche? Est-ce qu'il y a voilà, des tips? Alors, eh ben, on ne les trouve pas, justement. Voilà. Non, il y a. ouais, Laurent, il existe Vas-y, vas-y. des sociétés privées, en effet, qui font ce type de travail. Ceci dit, ils sont excessivement coûteux. Oui, Et vous ne rentabiliserez pas votre recherche sur un client. Si vous avez une très grosse agence, vous pouvez leur souscrire un contrat, vous l'amortirez, mais sur un client, hélas, c'est la mano à la mano. Parce que en plus, comme vous l'a expliqué Laurent, c'est le taux d'engagement qui est important. Et ça, hélas, souvent ces organismes vous donne des listes un petit peu comme les fournisseurs de marketing direct, mais le véritable taux d'engagement, comme c'est le véritable indicateur, vous ne l'avez pas toujours dans ces fournitures par ces organismes. Alors, les conseils que je peux donner, donc effectivement, quand j'ai démarré, déjà, j'étais comme vous, hein. Je me suis tapé. Alors, il y a aussi une grande, je le dis, je le redis, pour tous les communicants, tous les attachés de presse, n'allez jamais sur un réseau que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez rechercher des influenceurs, ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez le réseau, vous soyez inscrit dessus, vous regardiez comment ça fonctionne. Donc déjà, parce que là aussi, c'est maintenant, donc tout le monde rêve de l'influence et ça va être, oh là là, je vais me payer une série sur TikTok, etc. Mais non, tu vas pas faire ça. Donc, ça ne correspond pas à ta boîte, par exemple. Donc, ça ne correspond pas au public que tu veux toucher. C'est simplement parce que tu as entendu que TikTok, c'était le top du top en ce moment. Voilà, et que ça dépassait ces news, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, faites attention, apprenez à connaître tous ces réseaux. C'est-à-dire que moi, je suis inscrit partout, vraiment. Donc, même pour des trucs qui, pour moi, n'ont aucun intérêt, style Twitch donc, ou Pinterest, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je suis inscrit dessus pour voir comment ça fonctionne. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, effectivement, vous êtes obligé de passer par les histoires de hashtag, de recherche, etc. Moi, au début, j'ai tapé aussi principaux influenceurs sur Internet. Voilà, c'était tout bête, mais il y a des choses qui sont sorties. Maintenant, la manière que j'ai de travailler maintenant, qui est, à mon avis, la plus importante, c'est que je passe par mes influenceuses. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde se connaît dans ce milieu. Donc, et tout le monde fait souvent des opérations ensemble. Elles font des trucs où elles apparaissent toutes les deux, donc à deux ensemble sur des vues, des choses comme ça. Donc, quand moi j'ai besoin, donc j'appelle deux, trois influenceuses que je connais bien, avec lesquelles je suis copain, et je dis voilà, dans ce secteur-là, qui tu me conseilles? d'accord. Voilà, ce qui permet de faire de sacrées économies. Parce qu'effectivement, il y a des boîtes, mais ça coûte une fortune, quoi. Voilà. Et puis, bon, c'est vrai que c'est une perte de temps au départ, mais c'est comme, j'aurais tendance à vous dire, c'est comme quand vous faites un fichier. Au départ, la première fois où vous faites le fichier, vous perdez du temps parce que vous ne connaissez pas, quoi. Donc, et puis au fur et à mesure, les noms viennent naturellement, donc les adresses viennent naturellement, vous finissez par les connaître. Mais il faut passer par le BABA, malheureusement. Ok. Ou Ouais. alors, après, si vous avez des enfants, vous pouvez aussi poser la question à des enfants. À des jeunes, tu as hôtellerie, tu regardes quoi, etc. Donc, voilà. Alors, il y a une chose que je conseille maintenant beaucoup, c'est ce qu'on appelle. Alors, il y a le nano et le micro-influenceur. Le nano-influenceur, c'est celui qui a plus de 100 000 followers. Donc, voilà, à peu près. Il faut savoir qu'en France, il y a 10% de nano-followers, de nano-influenceurs, pardon, pas plus. Donc, ils sont peu nombreux. Donc, et quand on arrive donc, à des taux comme 700, 800 000 ou le million, là, on est dans la crème de la crème, c'est-à-dire qu'on passe à 2%, quoi. Donc, même pas. Donc, quasiment. Voilà. Maintenant, il y a le micro-influenceur. Et le micro-influenceur, c'est celui qui a moins de 5 000 abonnés. Voilà.
c'est celui qui, pour moi, est le plus intéressant en ce moment. Donc, pourquoi? Parce qu'il a une petite communauté, donc il est capable de l'activer plus rapidement. Voilà. Et surtout, qu'il arrive à toucher des gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'il raconte. C'est-à-dire que le nano-influenceur, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont s'inscrire juste comme ça, quoi. Donc, parce que votre copine s'est inscrite, parce que machin s'est inscrit, etc., sans le suivre. Le micro-influenceur, vous allez vraiment chercher chez lui de l'information. Ce sont souvent des gens qui ont des domaines d'expertise. Voilà. Et alors, après, il y a une chose que je conseille aussi, c'est ce qu'on appelle maintenant l'influenceur local. L'influenceur local, c'est celui qui est dans votre ville. Si vous avez besoin de toucher les gens dans votre ville. Donc, et là, vous n'avez pas besoin non plus qu'il ait 25 000 abonnés. Donc, un influenceur local qui a 2-3 000 abonnés par rapport à la ville que vous souhaitez toucher, c'est impeccable. Donc, je vous conseille aussi beaucoup de regarder sur le local. Tu veux reprendre la parole, Frédéric? Je n'ai pas entendu, pardon. Je dis à Montpellier, notamment, pour donner un exemple, ils sont très actifs. Il y a une jolie communauté d'influenceurs à Montpellier. Voilà, donc du coup, il ne faut pas hésiter à passer par eux, quoi, donc, directement. Alors, ils ont un autre avantage en plus. S'ils sont locaux, normalement, ils sont moins chers. Oui, on est beaucoup dans le partenariat même. Moi, je sais que jusqu'à présent, c'est ce que j'essayais de négocier pour mes clients. Voilà. Donc, du coup. Bien consciente que selon effectivement la communauté, ce ne sera pas toujours possible. Hein, plus ils sont importants et moins ce sera facile. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours négocié des partenariats. Ça se fait beaucoup, effectivement. Moi, j'ai la page We Love Montpellier et on fonctionne souvent sur ce mode d'échange-là. Oui, c'est très bien. Donc, effectivement, c'est ce qu'il faut c'est que vous passez. En fait, ça, c'est quand c'est pas votre métier, l'influence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand ça reste un hobby, donc, etc. Là, on reste souvent, effectivement, dans le cadre du partenariat. Quand ça devient un métier, c'est-à-dire que vous passez dans la gamme des 15% qui veulent en vivre. Donc, là, est-ce que vous êtes obligé de faire du partenariat rémunéré? En sachant que les tarifs, pour que vous ayez une idée, hein, quand même, les tarifs des gens qui en vivent varient entre 1 000 € par mois et 15 000 €, quoi. Et là, je ne parle pas des Mbappé, etc. Donc, ça, on est encore dans un autre monde. Hein. Mais, voilà. Mais donc, ça sont les tarifs moyens, à peu près, pour arriver à en vivre. Alors, après, nous, ce qu'on a fait au sein de l'agence aussi, on fait aussi très attention. On a créé ce qu'on appelle une charte des influenceurs. Pourquoi une charte? Parce que, pour que vous ayez une idée, moi, je dois avoir entre 5 et 6 demandes de partenariat par jour de la part d'influenceurs. Parce qu'on travaille beaucoup dans le milieu de la culture. Donc, voilà. Donc, et je ne peux pas, primo, je ne peux pas satisfaire toutes les demandes. Donc, secondo, il y a des demandes enfin, moi, j'ai été contacté par une influenceuse qui a 200 followers et qui publie 2 posts dans l'année. Je ne vois pas pourquoi je lui offrirais un livre ou pourquoi je l'inviterais dans une manifestation culturelle. Donc, voilà. Donc, pour se dédouaner de tout ça, on a vraiment créé une charte. Et il faut que les influenceurs rentrent dans cette charte. Donc, notre charte, elle est assez simple. Hein. En gros, il faut avoir, c'est nous qui l'avons décidé par rapport à nos influenceurs et par rapport aux demandes, hein, donc véritablement. Donc, sur d'autres secteurs, il faudra faire des chartes un peu différentes. Mais nous, il faut qu'il y ait plus de 6 000 followers, tous réseaux sociaux confondus, au minimum 6 000 followers. Il faut qu'il y ait au minimum un post par jour. Voilà. Il faut qu'il y ait au minimum savoir écrire en français, ce qui n'est pas toujours le cas aussi, malheureusement. Donc, voilà. Et ensuite, effectivement, s'engager pas à parler du produit, forcément, qu'on envoie, donc dans le cadre, mais à dire pourquoi la personne n'a pas aimé ce produit. En gros, on les traite un peu comme des journalistes maintenant. Donc, sauf qu'on met des critères de vue, quoi. Donc, mais comme dans la presse, vous pouvez mettre des critères en sachant que Le Monde tire à temps et le Petit Bleu des Causes tire à temps, quoi. Donc, vous ne traitez pas tout à fait donc le journaliste de la même manière non plus forcément, quoi. Donc, voilà par rapport à ces demandes. Donc, l'avantage de la charte, c'est que ça permet de faire en sorte que les choses soient très claires. Là, je parle plus pour les agences, hein, ou même pour les attachés de presse indépendantes, éventuellement. Ça permet que les choses soient très, très claires. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils savent où ils vont. Et vous, ça vous permet d'écrémer ce qui ne vous intéresse pas. Alors, pour vous aider aussi à travailler, donc Laurent vient de vous parler de cette charte interne à son agence, mais par rapport aussi à vos clients, il faut que vous sachiez, et ça c'est en libre accès sur le site du FINAP, on a retravaillé cette année en partenariat avec le SCRP, ex-Syntec RP,
à refaire la charte avec les journalistes, hein, la charte des métiers des relations presse et relations publiques, mais on a travaillé aussi sur nos chartes influenceurs. Là, je vous incite aussi à agrafer à vos contrats avec vos clients ces chartes qui vous permettent aussi de cadrer quelle va être votre responsabilité vis-à-vis d'eux. Et ça, c'est libre d'accès sur notre site, sinap.org. Laurent, oui. on a une question de la part de Frédéric. Avez-vous utilisé la plateforme de mise en relation de Facebook? Non. Non, on ne l'a jamais fait. Donc, je ne peux pas vous en parler là. Donc, effectivement, parce que sur Facebook, moi, ce que je fais, c'est que j'achète de la pub souvent. Donc, je fais des campagnes publicitaires très ciblées. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai comme utilisation parce que mon public est de moins en moins sur Facebook aussi. Donc, moi, j'ai un public qui est assez jeune. Et donc, du coup, j'aurais tendance à dire que toucher les plus de 40 ans, 45 ans, ça ne m'intéresse pas beaucoup, quoi. D'accord. Merci. Pour la suite, oui, vas-y. Laurent, tu as d'autres choses à dire ou je conclue un petit peu nos propos? Vas-y, je te laisse faire. Donc, ce que l'on vient de vous éclairer, pour la plupart, vous le saviez, c'est qu'aujourd'hui, travailler avec des influenceurs et des blogueurs, c'est une partie absolument intégrante de notre métier. Et de ne pas le faire serait, selon nous, un risque fondamental de perdre une activité économique et de passer à côté de la pérennisation de vos agences. Il faut quand même savoir, là aussi, quelques chiffres, mais intéressants. Une étude du cabinet Enov réalisée en mars 2019, 81% des followers d'influenceurs déclarent leur faire confiance. Donc, c'est quand même des chiffres extrêmement importants. Et 60% des followers admettent consulter leur compte pour avoir des avis sur les produits et les marques avant un achat. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui, dans nos stratégies, on peut se dispenser de travailler avec ça. Et je pense, vous savez qu'il y avait des agences qui se sont spécialisées dans la réputation. Mais je pense très sincèrement que les métiers de relations presse, relations publiques ont des atouts absolument considérables pour travailler la réputation. On est complètement dans le cœur de notre métier et cela depuis le début. Nous savons gérer la réputation de nos clients et je ne pense pas qu'il faille avoir de complexe à intégrer cette offre de service dans nos métiers. D'ailleurs, là aussi, quelques chiffres. Ça, c'est les chiffres annuels d'activité du SCRP sur 2020. 36% de l'activité de ces agences était dédiée aux médias traditionnels, mais 13% vis-à-vis de la communication digitale et social media. Et ils notaient qu'il y avait une demande de 37% de leurs clients pour les aider à travailler leur marketing d'influence. Donc là, on voit clairement qu'il y a pour nous tous un véritable marché à exploiter. Par contre, là aussi, d'autres petits trucs. Laurent, tu as beaucoup parlé de la nécessité de l'engagement et du taux d'engagement. Sachez aussi que vous avez sur le site du SINAP et sur le site du SCRP ce que nous avons appelé le référentiel de la mesure, qui vous donne tous les outils nécessaires pour mesurer à votre niveau tous ces critères-là pour apporter des réponses précises à vos clients.
Alors, si on se pose la question demain, qu'est-ce qui va se passer avec les réseaux sociaux? Là, en effet, ces extrapolations sont extrêmement difficiles, car, comme tu l'as dit, Laurent, il est impossible de savoir quels vont être les nouveaux réseaux sociaux qui vont émerger. Tu m'as parlé, par exemple, de l'exemple de Clubhouse, si tu peux en dire deux mots. Tu as coupé ton micro, Laurent. Le micro est coupé. Voilà, ça y est, je l'ai remis. Est-ce que vous savez ce que c'est que Clubhouse ou pas du tout? Oui. Oui, à peu près. D'accord. Donc, Clubhouse, c'était le réseau social sur lequel il fallait être. Ah, d'accord. Donc, alors, Clubhouse, c'est un endroit où vous pouvez écouter des gens parler, en gros. Donc, faire des conférences, des machins, etc. Et il fallait être parrainé pour entrer sur Clubhouse au début. Donc, voilà, c'est uniquement par la voix. Ça passe uniquement par la voix. Donc, voilà. Et vous pouvez ensuite, vous pouvez poser des questions aux gens. Il y a 8 mois, c'était le réseau sur lequel il fallait être. Et absolument tous les gens autour de moi sont inscrits sur Clubhouse. Enfin, il fallait être parrainé, donc déjà pour y arriver. Et c'était vraiment le réseau où il fallait être. Donc, et donc, on a eu une ruée de communicants, de journalistes, mais aussi d'experts, puisque Elon Musk était sur Clubhouse, donc entre autres, Jeff Bezos était sur Clubhouse, etc. Donc, il y a eu un effet de mode qui s'est créé sur ce réseau social. C'était assez simple de se faire parrainer, hein, en fait. Et on en est, j'aurais tendance à dire 9 mois après, plus personne ne parle de Clubhouse, quasiment. Alors, il reste une petite communauté qui continue à travailler dessus, mais majoritairement, on pense qu'actuellement, ce n'est pas le réseau social qui va exploser, quoi, donc du tout. Donc, et là, c'est typiquement ce qui se passe sur toutes ces histoires de réseaux sociaux, c'est-à-dire que personne, mais absolument personne, n'avait prévu la montée de TikTok de cette manière-là, de cette manière aussi forte. On savait que c'était un réseau donc, qui fonctionnait donc bien. Et en fait, quand vous êtes, quand vous êtes sur TikTok, vous comprenez parfaitement cette espèce de montée, parce que c'est le réseau le plus addictif que je connaisse. Donc, c'est-à-dire que moi, je passe en moyenne 4 heures à peu près par jour sur les réseaux sociaux, donc pour mes clients, etc. Je dois passer encore bien 30-45 minutes sur TikTok, mais simplement pour mon plaisir, c'est-à-dire pas pour le travail, quoi. Donc, mais vraiment. Donc, ils ont leur intelligence artificielle fait que, effectivement, et leurs algorithmes sont tellement bons qu'ils vous enferment dans leur bulle. Donc, voilà. D'où l'émergence de TikTok. Tout ça pour revenir sur, effectivement, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ben, on ne sait pas, quoi. Donc, la seule chose qu'on sait, donc, enfin, qu'on sache véritablement, c'est qu'on n'en est qu'au début, ça c'est sûr, donc des réseaux sociaux, qui vont encore empiéter de plus en plus sur nos vies, donc que les influenceurs vont prendre encore de plus en plus d'influence, donc il faut commencer à les connaître. Et là, je parle de relations presque classiques, c'est-à-dire que moi, je traite vraiment un influenceur comme un journaliste maintenant. Donc voilà, il a le droit au même type d'information, donc il reçoit les mêmes produits si je l'ai identifié, et donc il est dans mon listing classique de relations presse. Et donc, du coup, ça va se développer de plus en plus, hein, avec, à mon avis, l'arrivée de nouveaux réseaux sociaux aussi, de nouvelles manières de travailler. Et je ne saurais trop vous conseiller de prendre, de plonger dedans tout de suite, quoi. Donc, parce qu'on est déjà un peu tard. Pardonnez-moi. Vous avez intérêt à plonger dedans tout de suite parce qu'on est déjà un peu en retard. Donc voilà. Et juste pour terminer, donc sur les questions, comment est-ce que ça va se développer, etc. Je vais vous parler simplement de mon Instagrammeuse préférée. Mon Instagrammeuse préférée, elle s'appelle Ima, I2MA.gram. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Donc, elle a à peu près 400 000 abonnés donc, sur Instagram. Donc, l'année dernière, Ikea a lancé une campagne publicitaire au Japon avec Ima. Donc, il est passé uniquement par Ima pour sa campagne publicitaire. Aucun autre réseau. Donc, voilà. L'intérêt d'Ima, c'est qu'elle n'existe pas. C'est une influenceuse virtuelle. Donc, et ça va être un des développements qui va arriver. Donc, actuellement, pourquoi? Parce que quel est l'intérêt d'avoir une influenceuse virtuelle? C'est que l'influenceuse virtuelle, vous la contrôlez complètement de A à Z. Donc, déjà, vous ne la retrouvez pas en boîte de nuit, donc à se saouler, donc, etc. Donc, il y a un contrôle absolu sur donc, l'influenceuse virtuelle. Les Japonais sont en train de travailler là-dessus et les Américains s'y mettent aussi pour l'instant. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est un des gros développements à venir.
On a une question de la part de Frédéric. La fin des likes sur Instagram est-il un problème pour qualifier les influenceurs? Absolument pas, parce que en fait, c'est la fin des likes pour vous, mais quand vous appelez un influenceur, il vous donne accès à ses statistiques. Donc, il faut simplement lui demander ses statistiques, quoi, donc pour vérifier. De toute façon, à partir du moment où vous lancez un partenariat, alors plus sur un partenariat financier, hein, donc sur un partenariat gratuit, mais si vous lancez un partenariat financier, il faut demander les statistiques. D'accord, merci. Vous Le nom pouvez de l'influenceur, quoi? nous redonner le nom de l'influenceuse virtuelle? Elle s'appelle IMA, I2MA, et c'est I2MA.Gramma, G-R-A-M. Vous allez voir. Et si vous cherchez, vous en avez 3 ou 4 maintenant qui sont lancés et qui marchent très bien, quoi. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'en ai une à vous écouter. Merci de toutes ces informations. Finalement, quelle est la différence? Enfin, est-ce qu'on pourrait résumer la différence entre les journalistes et les influenceurs comme une frontière entre de l'information, on va dire, pure, ou la plus honnête possible, on va dire, et puis les influenceurs qui finalement donnent une influence du j'aime ou j'aime pas, alors que parfois les journalistes, je ne parle pas des éditorialistes, des choses comme ça, ne s'engagent pas dans une opinion personnelle. Est-ce que c'est ça finalement la différence? Timine, je pense que votre question est tout à fait pertinente, mais elle est en fluctuation permanente. Quand on voit l'évolution en ce moment des médias, qui peuvent en effet complètement nous interpeller, là aussi, l'écosystème des médias traditionnels a tellement explosé ces dernières années qu'on constate en effet de ce point de vue des pratiques qui hier nous paraissaient non éthiques, qui deviennent monnaie courante avec des propositions de publi-reportages complètement cachés, des engagements, par exemple, de challenge et même de l'AFP, ce qui est encore plus grave, à diffuser des informations moyennant en fait des problématiques d'achat d'espace. Donc, le flou n'a jamais été aussi flou qu'à mon avis en ce moment. Je ne sais pas s'il y aura une véritable régulation par rapport à ça. C'est nos métiers qui sont en refonte totale et je dirais c'est à nous d'être en veille permanente, à la fois pour vous informer sur ces pratiques que l'on a identifiées, parce que certaines sont vraiment très, très, très cachées. Hein. Je ne suis pas là pour faire de la délation de titres, mais c'est aussi ça l'intérêt d'être dans un syndicat, c'est que vous pouvez nous poser des questions sur tiens, je suis interpellée par tel support, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et très sincèrement, qu'est-ce qui sortira de cela, c'est très compliqué. Il existe aujourd'hui, par exemple, une plateforme LinkedIn qui est complètement destinée uniquement à des journalistes. Cette plateforme, on voit très bien que certains journalistes proposent eux-mêmes des prestations sur leur propre blog ou sur des réseaux sociaux. Et là aussi, ils cherchent des sources de revenus complémentaires. Cette équipe avec qui on travaille, parce que quelque part ils sont très en veille sur ce qu'ils feront demain, va lancer une offre de newsletter, alors qu'on pouvait considérer que la newsletter était une de nos compétences. Voilà, et là on va avoir de nouvelles générations de journalistes qui vont arriver avec des offres qui vont venir de façon frontale être concurrents à des produits que nous avions l'habitude de gérer.
Mhm. Mhm. Ouais, sinon, pour terminer donc, là-dessus, en fait, la frontière, elle est devenue très, très poreuse, quoi. Donc, on s'est aperçu déjà que, donc, comment dire, la montée des influenceurs, elle est parallèle aussi à la baisse de crédibilité des journalistes. Donc, chaque année, des sondages considèrent que les journalistes n'ont pas sont une source d'information de moins en moins fiable. Et je pense que les gens ont tendance à se tourner vers des, comment dire, vers des gens comme eux d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu vas aller plus faire confiance à quelqu'un avec qui tu es en sympathie, donc plutôt qu'à quelqu'un qui t'envoie une information que tu reçois, quoi. Voilà. Et du coup, la frontière va devenir vraiment de plus en plus poreuse encore. Alors, ce qui peut être un avantage cyniquement parlant pour nous communicants, donc si on sait bien l'utiliser, mais ce qui peut être aussi un déni de démocratie. Mais ça, c'est un autre problème, quoi. Voilà. Ok, merci. On a une question de la part de Maguelone qui demande quand est-ce que c'est la fin des likes visibles sur Facebook et Instagram. Alors sur Instagram, il me semble que c'est déjà le cas et qu'on peut le paramétrer, mais Oui. sur Facebook, c'est pas le cas encore. Facebook, il l'a pas vu arriver. Voilà. Donc, On il n'y vous a a pas pas de date entendu, précise. Laurent, pardon. Pardon, il y a pas de. Sur Facebook, ils l'ont annoncé, mais on ne l'a pas vu arriver encore. Donc, effectivement, on attend. En fait, tout ça fait partie, comment dire, tout ça fait partie d'une série de tests. C'est-à-dire qu'ils généralement ils testent d'abord aux États-Unis, donc ils voient ce que donnent les tests et selon les tests, ils testent ensuite, souvent après en Amérique latine et après dans les pays d'Europe. D'accord. On a une autre question de la part de Corinne. Taguer l'influenceur dans nos posts pour le faire venir à nous est-il un bon process de drague virtuelle de l'influenceur que l'on cherche à toucher? Vous pouvez répéter la question, pardon, parce que j'ai reçu un SMS en même temps, c'est pour ça. Alors, taguer l'influenceur dans nos posts pour le faire venir à nous est-il un bon process de drague virtuelle de l'influenceur que l'on cherche à toucher? Oui, c'est pas un mauvais process. Après, la problématique, vous pouvez le faire, bien évidemment. Le problème, c'est que là, vous heurtez à la taille de l'influenceur. C'est-à-dire que si c'est un gros influenceur, ça sert strictement à rien parce que pour lui, vous n'existez pas, quoi. Donc, pas plus si vous le taguez ou vous le taguez pas, quoi. Donc, voilà. Si c'est un micro-influenceur, ça peut avoir des répercussions. Donc, effectivement. Après, la chose la plus simple, après, c'est ensuite, quand vous connaissez l'influenceur, lui demander nommément d'aimer certains posts que vous faites aussi, ou de répercuter ces posts-là. Moi, c'est une pratique que je fais assez couramment. D'accord. Et c'est vrai que c'est une pratique qui souvent m'apporte de nouveaux followers. Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Frédéric, Laurent, vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez dire. Il reste peut-être une partie de conclusion. Une toute petite chose me concernant, pareil, parce que je considère qu'on est obligé de faire un gros travail de veille les uns et les autres si on veut rester sur le haut de la vague et pas être dépassé par celle-ci. Je vous conseille aussi le rapport d'activité 2019 de l'AREP qui vient de mettre en place un observatoire du marketing d'influence. Et là aussi, c'est à disposition sur leur site. Hein. Vous allez trouver beaucoup d'informations qui vont vous permettre aussi d'éclairer vos clients. Car je pense que dans notre activité, on se doit de faire vraiment un transfert d'informations à nos clients sur tous ces sujets-là, car beaucoup de choses fausses circulent, beaucoup de concurrents qui vendent d'autres produits essayent de vendre de l'influence comme ils vendraient du marketing direct, et plus vous serez en mesure d'étoffer vos propales avec des chiffres officiels, plus vous, selon moi, vous marquerez des points, bien évidemment, par rapport à ces organismes qui viennent
viennent essayer de vous déloger de chez vos clients, voire vous font cadeau des RP tradis au profit de l'influence. Et je trouve ça, bien évidemment, comme vous vous en doutez, très dangereux et très dommageable. Oui, juste effectivement pour rebondir là-dessus, il y a actuellement, on va vous vendre souvent des RP réseaux sociaux, donc à des prix qui sont assez chers, donc on va dire des choses comme ça, alors que effectivement n'importe quelle agence de RP classique est capable de faire des RP réseaux sociaux, quoi. Mais il n'y a pas de plus-value à prendre une agence spécialisée donc dans les RP réseaux sociaux, par exemple. Hein. Ok, très bien. S'il n'y a plus de questions, ben, je pense qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup Frédéric et Laurent pour votre intervention, c'était très très intéressant. La vidéo sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du Club de la Presse Occitanie d'ici la fin de semaine, donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous avez manqué des notes, si vous avez des informations que vous avez loupées, ce sera disponible d'ici la fin de semaine. Voilà. Moi, je précise que si il y a d'autres questions qui viennent ou des interrogations, etc., vous pouvez tout à fait me passer un coup de fil. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Super. Merci à tous pour votre présence. J'espère que ce petit déj de la com vous a plu. Merci à vous et n'hésitez pas, en effet, Laurent ou le SINAP, on est là pour aider la profession dans son ensemble et on vous répondra avec plaisir. Super. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.